Bienvenue dans Couture apparente, le podcast qui s'interroge sur la mode et l'impact qu'elle a sur nos vies. À la fois un art et une industrie, la mode soulève des questions sociales, politiques et écologiques que ce podcast aborde sans complexe. La mode et le féminisme sont-ils compatibles ? Comment créer des bijoux durables ? Quel est le coût d'une fabrication éthique ? Est-ce que la mode discrimine les minorités ? Qui sont celles et ceux qui s'engagent pour une industrie plus responsable en France ? Au fil des épisodes, je vais à la rencontre de marques, activistes et journalistes qui me livrent leurs réflexions sur ces questionnements modernes. Couture apparente tente d'esquisser les contours d'une mode tournée vers le futur, une mode qui incarne une vision inclusive, engagée et responsable. Je suis Claire Roussel et aujourd'hui je reçois Fanny Enjolras-Kalitzine et Sarah Van P pour l'épisode 21. Nos vêtements assoivent-ils la planète ? Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais chez moi, il fait très, très chaud. À l'heure où je vous parle, l'intérieur de mon appartement a atteint les 30 degrés, une situation régulière depuis plusieurs semaines. Heureusement, je peux me servir un grand verre d'eau ou prendre une douche froide. C'est pratique, quand même, l'eau. Pour être plus précise, c'est même la base de l'existence du vivant sur Terre. Sauf que l'eau, potable notamment, commence à manquer, partout et de plus en plus. Ne serait-ce qu'en France, selon une carte établie le 10 juin par le Bureau des recherches géologiques et minières, la majorité des nappes phréatiques sont à des niveaux modérément bas, voire très bas. Ce qui peut mener à des méga-feux, comme en Gironde l'été dernier, où près de 30 000 hectares de forêt ont brûlé, ou à des pénuries d'eau qui ont nécessité que 350 communes soient alimentées par camions-citernes et 200 par distribution de bouteilles d'eau l'été dernier. Tout ceci est évidemment provoqué par le dérèglement climatique, lui-même causé par les activités humaines, comme le répètent des milliers de scientifiques depuis des dizaines d'années. Et comme la plupart des questions écologiques, celle de l'eau est aussi liée à la mode, car le secteur textile est le 3e secteur consommateur d'eau dans le monde selon l'ADEME. Ignorer que ce problème est en partie lié à la mode, c'est réduire nos chances d'avoir un avenir vivable. Pour réfléchir à cet enjeu un petit peu anxiogène, et surtout pour lui trouver des solutions, j'ai décidé d'inviter 2 expertes de la mode durable. La première est Sarah Van P, créatrice du superbe magazine Substance. Elle nous raconte son parcours dans l'industrie et ce qui l'a amenée à se questionner sur son impact écologique. En fait, ça fait 10 ans que je travaille dans l'image de mode, dans la photographie, et j'ai eu une sorte de révélation à mes 30 ans et à mes 10 ans dans le milieu, où je me suis dit, ok, c'était le Covid, qu'est-ce que tu fais fondamentalement, à quoi ça sert ? Et j'ai réalisé, parce que j'étais très naïve jusque-là, qu'en fait je travaillais dans la publicité et que mon rôle c'était de créer des belles images, mais pour vendre des produits. Et d'un seul coup, j'ai plus été alignée avec ça. Et donc je me suis dit, ok, quitte à rester dans la mode, je vais essayer de communiquer sur des projets et des produits auxquels je crois. Et ça passait vraiment par toute une éducation sur la mode durable parce que je n'y comprenais rien. Et je n'arrivais pas à trouver d'informations qui soient pas ultra scientifiques ou au contraire hyper floues. Donc je me suis dit, bon bah si moi je me pose ces questions, d'autres doivent se les poser. Et donc j'ai décidé de créer un média pour répondre à mes propres questions. Et donc j'ai créé Substance, qui est une revue annuelle. Et donc c'est un média qui s'attache à décortiquer les matières premières dans la mode. Donc c'était une façon pour moi de structurer la recherche. Le premier numéro qui est sorti l'année dernière était dédié au coton et donc je me suis vraiment plongée dans le sujet à la fois sous un angle technique, culturel, historique et esthétique. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une vision à 360 de la fibre et de comprendre les problématiques environnementales et sociales autour de cette fibre. Dans un objet qui je l'espère est quand même joli, inspirant et, et satisfaisant visuellement. Je trouve que le parcours de Sarah représente celui de nombreuses personnes engagées dans l'industrie. Avant de parler spécifiquement de la mode et de vous présenter notre deuxième invitée, Sarah récapitule la place de l'eau dans l'équilibre de notre planète. Mais déjà, je voulais dire que c'est une très bonne initiative de faire un podcast spécialement sur l'eau. Non, c'est vrai parce que quand on pense mode durable, on pense d'abord aux émissions de CO2. C'est vrai que c'est quand même l'élément principal. On pense aussi à la surproduction, à l'accélération de la consommation. On pense à la fin de vie des produits. On pense aussi aux conditions de travail qui sont extrêmement pénibles et qui peuvent aller jusqu'à l'esclavage. Mais on pense moins au sujet de l'eau. Pour ce qui est vraiment de la place de l'eau dans le changement climatique, de manière globale, en fait, j'ai l'impression que c'est assez perturbant pour le grand public parce que quand on pense à l'eau et au changement climatique, on se dit d'un côté, l'eau est précieuse, elle va venir à manquer de plus en plus, et de l'autre, on nous dit les glaciers vont fondre, le niveau de la mer va monter, et de nombreuses régions du monde vont se retrouver submergées.
Donc c'est un petit peu difficile à comprendre ce côté. Et du coup, ce qu'il faut rappeler quand on parle d'eau, c'est qu'évidemment, il y a plusieurs types d'eau. Il y a l'eau de mer, qui représente vraiment la majeure partie de l'eau qu'il y a sur Terre, et il y a l'eau douce, qui représente moins de 3% de l'eau qu'il y a sur Terre, et dont les 2 tiers, apparemment, selon l'ADEME, sont encore sous forme de glace. Donc en fait, l'eau douce qui nous reste, c'est vraiment une toute petite portion, et c'est avec ça qu'on va utiliser pour l'agriculture, l'industrie, même l'énergie, avec le refroidissement des centrales électriques. Et puis l'eau qui va après être traitée pour être potable, qui est notre eau du robinet. Et donc oui, c'est l'eau douce qui se raréfie. Et cette eau, c'est celle qui est sous forme d'eau de pluie, qui est dans les cours d'eau, qui est aussi stockée en sous-sol dans les nappes phréatiques. Et donc là, on voit d'été en été qu'on fait face à des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Et ça, c'est dû à 2 facteurs. Il y a la diminution des précipitations et la hausse des températures qui va accélérer l'évaporation de l'eau. Donc l'été dernier en France et un peu partout dans le monde, on a vu des sécheresses historiques qui ont été extrêmement dommageables pour l'agriculture, et donc après pour l'élevage, et donc après à l'accès à la nourriture pour les êtres humains. Ça a aussi mené ces grandes sécheresses à des méga-feux qui sont aussi de plus en plus fréquents un peu partout sur la planète. Et là, on rentre vraiment dans un espèce de cercle vicieux parce que comment on va éteindre ces feux, c'est avec l'eau justement des nappes phréatiques qui est de plus en plus rare. L'autre effet pervers, c'est que quand on perd des forêts, on perd nos alliés qui, en plus évidemment des pertes humaines et des pertes en biodiversité et des pertes matérielles, on perd aussi les poumons de la planète, entre guillemets, qui vont absorber le CO2 et recracher de l'oxygène. Parce qu'en fait, une forêt qui s'assèche, qui est en mauvaise santé, et une forêt qui brûle, c'est une forêt qui au contraire va recracher du CO2, donc aggraver elle aussi la situation globale. Donc là, on est vraiment dans le cercle vicieux et le cycle infernal du réchauffement climatique. Je voulais juste faire une dernière aparté sur l'océan aussi, parce que donc là j'ai parlé d'eau douce, mais pour ce qui est de l'océan, donc il monte, et ça c'est à cause de 2 facteurs. Il y a déjà la hausse de la température qui va en elle-même faire monter l'eau, et ensuite la fonte des glaciers. Et cette montée des eaux, elle menace directement de nombreuses régions côtières et les populations qui y habitent. Mais le deuxième problème avec l'océan, c'est qu'il est aussi en train de s'acidifier. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que lui aussi, il capte du CO2, 25% quand même. C'est assez impressionnant. Et aussi pour d'autres raisons liées à l'agriculture et à l'industrie. Et cette acidification, elle a des effets dramatiques sur la faune et la flore marine, en la rendant beaucoup plus fragile. Donc pour ce qui est de la mode, quel est le lien maintenant entre l'eau et l'industrie de la mode? Eh bien ce lien, il est double. Il y a d'abord la consommation d'eau douce, qui comme on a vu est très précieuse et va se faire de plus en plus rare, et il y a aussi la pollution de l'eau. Selon les Nations Unies, il y a 20% des eaux usées dans le monde qui sont générées par l'industrie de la mode. Quand tu prends du recul 2 secondes sur l'impact, tu te dis mais qu'est-ce qu'on s'en tape d'avoir des t-shirts fluo, vraiment on préfère boire et manger. Bon, comme ça, au cas où vous ne le saviez pas déjà, l'eau c'est très, très important. Sa surconsommation et sa pollution par la mode sont d'autant plus problématiques. C'est ce que va nous démontrer notre deuxième invitée, Fanny Enjolras-Kalitzine, plus connue sous le nom de The Greenimalist. Juriste d'un côté, Fanny a également constitué une communauté de 20 000 personnes sur Instagram qu'elle informe sur l'impact de la mode avec rigueur et engagement, et a coécrit Mode responsable, guide pratique avec Morgane Leprince. Preuve s'il en fallait que les expertes sont bien d'accord sur ces enjeux, Fanny et Sarah ont eu la même idée pour nous expliquer l'utilisation de l'eau dans la mode et ses conséquences. Raconter les étapes de la fabrication d'un vêtement. Je laisse Fanny commencer avec les 2 premières étapes, les fibres et leur transformation. Peut-être pour comprendre les impacts de la mode, il faudrait remonter le fil. C'est assez classique quand on veut analyser les impacts de la mode sur une problématique quelle qu'elle soit. Donc on va prendre le cycle de vie du vêtement si ça te va. Et donc on va commencer par la fibre. On va commencer vraiment par le tout début. Alors déjà, j'aime beaucoup le thème, donc je suis désolée, je fais une petite digression, mais j'aime beaucoup le thème parce que l'eau, c'est une grande victime silencieuse de la mode et d'autres industries, au même titre que l'air et le sol. C'est des victimes silencieuses qui sont peu défendues, on va en parler après, j'imagine. Donc déjà, quand on commence par la fibre, l'industrie de la mode est une grande consommatrice de matières premières, et notamment de coton qui représente quand même 1/4 de la production mondiale de textiles. Et le cotonnier, c'est une plante qui boit beaucoup d'eau. Il faut 10 000 litres pour produire 1 kg de coton. Juste pour la production, hein. On n'est même pas sur les étapes d'après. Ça, c'est des chiffres qui sont assez classiques, on les a vus un petit peu partout. Il faut 2700 litres d'eau douce pour un t-shirt en coton qui va coûter 5 € et qu'on va peut-être mettre une fois ou pas du tout.
C'est problématique parce que la gestion de l'eau, et c'est un enjeu majeur. Quand on prend la mer d'Aral en Asie centrale, par exemple, elle a perdu les 3/4 de sa surface après que l'eau des fleuves qui l'alimentaient ont été détournés pour irriguer les champs. Donc la mode, c'est, d'après l'ONU, la 3e plus gros consommateur d'eau au monde, avec à peu près 93 milliards de mètres cubes par an. Et selon l'ADEME, ça mobilise 4% des ressources d'eau potable de la planète. On peut quand même le dire, donc c'est pas tout à fait avec le thème de l'eau, que 64% du coton cultivé dans le monde est génétiquement modifié, c'est une petite parenthèse. Et en plus, donc, dans la culture du coton, il n'y a pas que la consommation d'eau, il y a aussi l'usage massif, le recours aux pesticides et aux insecticides chimiques. Dans le monde, les cultures de coton conventionnelles utilisent respectivement 10% des pesticides et 22,5% des insecticides chimiques employés en agriculture. Donc, où est-ce que ça va, ça? Dans l'eau. Ça va dans l'eau et on a des champs qui sont traités jusqu'à 30 fois par cycle de production. On trouve parmi tous ces produits des organochlorés qui sont interdits en Europe, comme le DDT ou le lindane. Et en fait, c'est un vrai poison qui contamine les sols, les cours d'eau, mais aussi les travailleurs. On considère qu'il y a 22 000 personnes qui décèdent chaque année dans le monde en raison de l'usage de pesticides dans l'agriculture. Donc c'est pas forcément que la mode, mais une bonne partie est allouée à la mode. Je veux aussi faire un autre petit aparté. Ces substances-là que j'ai nommées, elles sont interdites en Europe. Elles sont interdites par REACH, par des réglementations, mais elles sont fabriquées en Europe et exportées et utilisées ailleurs pour fabriquer un produit fini qui va terminer sur le marché européen. Aberration, hein. On peut remercier les lobbies de l'industrie chimique. Il n'y a pas que le coton qui a des effets délétères sur l'eau. Alors, il y a aussi les sols, parce que c'est intrinsèquement lié. Il y a aussi la viscose. Alors, la viscose, c'est une matière... je suis toujours au stade de la fabrication de la fibre, mais la viscose, c'est quand même une matière qui a le vent en poupe depuis quelques années, voire ces 2 dernières années, parce que c'est une sorte de succédané au polyester qui, lui, a pas bonne presse. C'est quand même un dérivé de pétrole, mais on va en revenir au polyester, ne vous inquiétez pas. Donc, la viscose, ça pose plusieurs problèmes parce que, déjà, on utilise des arbres pour la produire et ils ne sont pas forcément plantés à cet effet, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça contribue à la déforestation. Et surtout, dans son procédé de fabrication, on a besoin de dissolution chimique de pulpe végétale avec de la soude, des substances qui sont extrêmement délétères. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a utilisé ces substances? On les relargue dans les cours d'eau, sans aucun encadrement, sans aucun contrôle, sans aucune sanction. Donc la viscose conventionnelle, c'est pas du tout une fibre éco-responsable. Il faut arrêter ce genre de discours. Donc là, on est au niveau de la fibre. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper du polyester dans très peu de temps. On va continuer avec la phase d'après, qui est la phase d'ennoblissement. Donc la phase d'ennoblissement, c'est les différentes étapes de finition décorative ou technique pour donner une caractéristique à un tissu ou alors une esthétique particulière. Ça peut être de l'imperméabilisant, mais autre chose. Donc la phase d'ennoblissement, on va se focaliser sur les teintures, les traitements chimiques, qui sont quand même à l'origine de 20% de la pollution industrielle mondiale en eau douce. Soyez pas déprimés, il y a des solutions. Mais c'est surtout pour vous faire prendre conscience. Donc l'ennoblissement, c'est très chimique, c'est très polluant. Il y a une étude sur les teintures qui a été mandatée par Saskia Bricmont, qui est une eurodéputée, qui a été réalisée par Audrey Millet. Lisez cette étude, elle est extrêmement intéressante et maintenant elle est reprise par la société civile. Enfin voilà, si le sujet vous intéresse, c'est à date et c'est très bien fait. L'ennoblissement, on va teinter son tissu, on va lui injecter des produits chimiques, polluants, et puis après, comme je le disais pour la viscose, ça va être reversé dans les eaux locales sans aucun encadrement. Surtout les teintures, il faut savoir que quand c'est déversé, ça forme des espèces de mares répugnantes où la vie ne survit pas. Donc c'est un tueur de faune aquatique, d'écosystèmes, et puis aussi il y a les populations locales, ça a un impact sur leur santé. Il y a aussi les émanations des teintures, ça rend l'air irrespirable, et puis c'est des gens qui doivent vivre en permanence avec des masques, s'ils en ont. Donc ça, c'est au niveau de la phase d'ennoblissement. À ce stade-là, l'industrie textile utilise 1900 substances chimiques, dont 1750 ne sont pas classifiées en termes de dangerosité, et d'autres sont identifiées et connues et plus ou moins encadrées légalement, je parle en Europe. Encore une fois, toutes ces substances, elles sont utilisées et elles ne sont pas mentionnées sur l'étiquette des vêtements que l'on porte. Donc le problème, là, cette fois-ci, c'est pas que ailleurs. Le problème, il est aussi ici. Alors, il y a un problème de responsabilité globale qui est ici, mais il y a aussi potentiellement des effets délétères sur notre santé. On a vu, il y a eu des vêtements qui provoquaient des allergies, enfin, c'était des chaussures. Forcément, il n'y a pas que du bon.
D'après les dernières données, en fait, le textile est responsable quand même de 17 à 20% de la pollution de l'eau, 70% de la pollution des cours d'eau en Chine, puisque la Chine est un grand producteur de textiles, de matières, et puis aussi un grand producteur de confection. Et en fait, toujours en Chine, la conséquence, elle est sans appel, parce que quand même là-bas, l'eau de 80% des nappes phréatiques est devenue impropre à la consommation. Mais ils font comment du coup? Ils boivent quand même. Franchement, j'en sais rien, mais c'est déprimant. Comme le pointe Fanny, les contradictions par rapport à l'utilisation de substances chimiques par la mode illustrent une logique coloniale. Des marques majoritairement occidentales n'hésitent pas à interdire des substances, mais à les utiliser dans des pays comme l'Inde, le Vietnam ou la Chine, au risque d'y détruire des vies, comme le démontre le documentaire de Planet A, sorti en 2020 sur la région de Tirupur en Inde, tandis que les vies européennes sont mieux protégées. Vous pensiez qu'on avait terminé avec l'étape de l'ennoblissement? Et non. Un dernier aspect majeur de cette étape contribue à polluer l'eau, comme nous l'explique Sarah, le tannage du cuir. Il y a aussi un autre gros problème lié à l'eau, et c'est celui du tannage des cuirs. Parce qu'en fait, le cuir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une matière première qui est en elle-même recyclée de l'industrie agroalimentaire, puisque c'est la viande qu'on mange à 98%, dont on va garder tout, y compris la peau, et on va la transformer pour qu'elle arrive au stade de cuir. Et cette transformation s'appelle le tannage, parce qu'en fait, on va prendre cette matière biodégradable, puisque c'est une peau, et la transformer pour la rendre imputrescible et qu'elle puisse durer des années, comme c'est le cas des sacs à main de nos grands-mères. Et donc ce tannage, il peut se faire de différentes façons. La plus traditionnelle, c'est le tannage végétal, qui est très long et qui donne un aspect comme ça un peu brut. Mais plus récemment, on s'est orienté vers les tannages au métal et surtout au chrome. Et ça, pour évidemment des problématiques d'arriver plus rapidement au résultat, avoir beaucoup plus de variété dans les touchés, dans les couleurs, dans les rendus, etc. Mais c'est aujourd'hui très décrié parce que le chrome est, par exemple, entre autres problèmes, une matière très dangereuse pour les gens qui la manient parce qu'elle peut se transformer en une autre forme de chrome qui est extrêmement dangereuse. Au-delà de ça, ça pollue les eaux. Un aspect vraiment critique pour les tanneries, c'est justement la gestion de l'eau et le traitement des effluents. Chaque type de tannage va entraîner un traitement spécifique. Par exemple, le tannage végétal, il nécessite beaucoup plus d'eau et d'actifs végétaux, et il va engendrer des opérations de traitement conséquentes. Paradoxalement, le chrome, lui, nécessite moins d'eau. Mais en revanche, les boues de tannage, elles doivent être purifiées avant d'être stockées dans une décharge spécifique parce que c'est plus toxique. Après ces étapes, aux conséquences déjà peu reluisantes, un troisième palier, celui de la vente et du lavage de vêtements, qui provoque un autre type de pollution, les microfibres, surtout celles issues du polyester. Ça n'est pas qu'un petit détail. Je suis ravie de vous annoncer que selon son alimentation et son eau, un humain moyen ingère en moyenne 5 grammes de plastique, donc l'équivalent d'une carte bleue, par semaine. Fanny puis Sarah nous en disent plus. Alors, en fait, on va passer à l'étape d'après. Donc, le vêtement, il a été... on a la fibre, elle a été ennoblie. Bon, c'est très, très grossier ce que je vais dire. Il y a la phase de confection, mais qui est génératrice d'autres dérives. C'est pas l'objet de l'épisode. Le vêtement va être vendu, distribué. On a le transport, ça aussi, on va pas en parler. Et puis après, il est porté et il est lavé. Et alors là, maintenant, je vais m'attaquer au polyester. Déjà, de manière globale, on lave trop souvent nos vêtements, trop chaud, trop fréquent. Ça abîme les matières et ça augmente la consommation d'énergie. Bon, ça, ok. Et puis, il faut aussi penser aux lessives, parce que les lessives classiques, contrairement aux lessives écologiques labellisées, elles sont composées de produits chimiques non biodégradables qui sont très polluantes, et qui sont pas forcément traités par les stations d'épuration. Donc, c'est relargué aussi dans la nature, donc les eaux, pollution des eaux et pollution des sols. Donc le polyester, il n'y a pas que le polyester. En fait, on a 3 typologies de fibres. On a les fibres naturelles, dont le coton, le lin, etc. On a les fibres artificielles qui sont fabriquées à partir de pulpes, en général de bois, donc c'est le cas de la viscose. Et on a les fibres synthétiques qui sont des dérivés de pétrole, donc c'est plus ou moins du plastique. On a dans cette jolie famille le polyester, très 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 utilisé, le nylon, l'acrylique. On s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on lavait nos vêtements en matière synthétique, ils libéraient des microparticules de plastique qui ne sont pas filtrées par les stations d'épuration car bien trop petites. Ces petites microparticules, elles se retrouvent ensuite dans les cours d'eau, les mers et les océans. Elles sont ingérées par la faune, entre autres par le plancton, les poissons, et elles passent ensuite dans la chaîne alimentaire pour être ingérées par l'homme. Donc c'est retour à l'envoyeur. Et cette pollution microplastique liée au textile constitue la principale source de pollution des océans devant les sacs plastiques. On critique beaucoup les sacs plastiques et c'est silence total sur le polyester et ses petits habits.
On a des chiffres qui sont pas très reluisants, hein, puisque 500 000 tonnes de microparticules de plastique sont relâchées dans les océans chaque année. Donc c'est l'équivalent de plus de 50 milliards de bouteilles en plastique. Et 92% de ces microplastiques sont présents dans l'océan Arctique et sont composés de 73% de polyester. L'OMS promet de faire mener une évaluation plus approfondie sur les conséquences potentielles sur la santé humaine. Donc ça, c'est intéressant, c'est à suivre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études de grande ampleur qui a été réalisée sur les effets. On estime aujourd'hui que le lavage de textiles synthétiques contribuerait à hauteur de 35% des microplastiques retrouvés dans les océans. Donc c'est quand même assez alarmant comme chiffre. Donc ça, c'est ce qu'on sait des microfibres, hein, c'est quand on lave du polyester en machine qui finit dans les océans, mais en fait on se rend compte aujourd'hui que le problème est bien plus vaste, malheureusement, parce que les microfibres sont retrouvées absolument partout sur la planète, dans les océans, mais aussi sur la Terre, dans les airs, c'est vraiment partout. Et d'autre part, au-delà de la microfibre elle-même, ce qui est dommageable, c'est qu'en se dégradant, elle va relarguer tous les produits chimiques dont elle était imbibée, donc les additifs, les colorants. Et ça, c'est vrai pour les matières synthétiques, mais aussi et même pour les matières naturelles ou cellulosiques qui ont suivi des traitements elles aussi. Et il nous reste une dernière étape qui est celle de la fin de vie des produits. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les vêtements sont très peu recyclés, les gens n'ont pas encore ce réflexe. Et donc bien souvent, ils sont accumulés dans des décharges à ciel ouvert. Et encore une fois, ces vêtements, en se dégradant, vont constituer une pollution pour la terre, pour l'air, et ça finit là aussi par les cours d'eau et les océans. Si on veut résumer, je pense qu'on peut le formuler comme ça. Quand c'est la merde avec l'eau, c'est la merde pour tout le monde. La situation est grave et potentiellement décourageante, mais il faut regarder la vérité en face si on veut lui trouver des solutions adéquates. Et c'est ce que nous allons essayer de faire à toutes les échelles, politiques, industrielles et individuelles. Sarah commence en nous partageant les alternatives qui se mettent en place dans la mode et ce qu'elle doit absolument changer. Eh bien, ça va se faire à plusieurs échelles. Déjà, il faut changer les choses au niveau de l'industrie, en privilégiant des matières premières qui consomment moins d'eau, qui la polluent moins. Aujourd'hui, ceci dit, il y a des cotons qui font ça beaucoup mieux. C'est des cotons soit biologiques, soit même régénératifs. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent à rendre le coton moins impactant, sans irrigation, qui régénère les sols. Enfin voilà, il y a des nouvelles choses très bien qui se font. Mais globalement, le coton conventionnel, sans certification ni quoi que ce soit, consomme beaucoup d'eau. Alors qu'à l'inverse, si on choisit des vêtements en lin ou en chanvre, ça c'est des matières qui déjà poussent près de chez nous et qui ne nécessitent aucune irrigation, aucun produit chimique. Et donc vraiment c'est beaucoup plus vertueux si on choisit ce type de fibres et de composition. En continuant à développer des technologies qui combinent l'efficacité et la faible consommation d'eau. Il y a des procédés de teinture aussi qui sont très intéressants, qui vont se faire quasiment sans eau, waterless, donc ça se fait beaucoup. Il faut aussi vraiment s'efforcer de gérer les effluents, et ce partout dans le monde, parce qu'évidemment les législations ne sont pas les mêmes partout. Mais comme on l'a vu avec l'eau et à peu près tout ce qui concerne le climat, si c'est pollué à des milliers de kilomètres de chez nous, c'est un problème pour tout le monde en fait, c'est pas juste les gens qui habitent autour de l'usine. Et donc, ouais, c'est hyper important de gérer ces effluents partout dans le monde. Et ça passe par de la filtration, des traitements, l'épuration des boues et des eaux usées, grâce à des bassins de décantation et des traitements biochimiques. Donc ça se fait vraiment au niveau de l'industrie. Mais même en tant que consommateur, on a un rôle à jouer là-dedans. Si on achète des vêtements neufs, parce qu'il faut quand même essayer de réduire au maximum, mais évidemment ça arrive. Regarder l'étiquette et se dire quelle est la matière, quelles sont les certifications, quels procédés de teinture ou de finissage ont été utilisés. Ça va vraiment impacter la consommation d'eau. Il faut faire attention aussi à la façon dont on prend soin du vêtement. Le lavage et le séchage sont des étapes extrêmement gourmandes, encore une fois en eau et en énergie, donc laver moins. Laver à basse température, c'est toujours des bons conseils généralistes. Donc là aussi, c'est plus facile à appliquer ce genre de conseils à des fibres naturelles, parce que si on a un vêtement en laine, mettons, la laine, ça n'a quasiment jamais besoin d'être lavé, parce que ça se lave tout seul, en fait. Alors qu'à l'inverse, si on a un t-shirt en polyester, une journée, c'est pas possible, quoi. On peut pas tenir tellement plus, parce que c'est du plastique, ça fait transpirer, etc. Pour ce qui est des matières synthétiques, si on en a et qu'on veut les reporter, et c'est bien normal, il faut penser à les laver dans un sac de lavage qui retient les microfibres, comme le sachet Goopy Friend. Encore mieux que ça, mais ce ne sera pas tout de suite mis en application, mais à partir du 1er janvier 2025, en France, toutes les machines à laver neuves vont intégrer un filtre à microfibres directement dans la machine.
Donc ça, ce sera super. Bon, on n'y est pas encore, mais c'est une loi française. Alors après, je me dis, bon, tous les fabricants qui vendent en France, fatalement, vont devoir les intégrer partout et ça va être vertueux pour tout le monde, mais pour le moment, c'est que chez nous. Et oui, donc un autre conseil plus généraliste, mais qui s'applique toujours à la mode durable, c'est de penser aux 3 R de la consommation durable, qui est reuse, reduce, recycle en anglais, parce que au-delà du choix du vêtement à l'achat et au-delà de comment on va l'entretenir, c'est vraiment le fait de le porter encore et encore qui va réduire son impact. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens déjà un peu plus motivée en entendant ces solutions. Ce n'est bien sûr qu'un début, et il faut viser beaucoup plus grand, comme avec la loi sur les filtres microfibres que décrit Sarah, ou, si on se laisse rêver, l'interdiction totale de produire du polyester neuf. D'ailleurs, cet épisode illustre bien la discussion sur les différentes échelles de solutions qu'on peut avoir dans l'écologie, dont celle dite individuelle, qu'on appelle aussi les petits gestes. Ça génère parfois des débats, car on considère qu'ils ne sont pas utiles, voire souvent instrumentalisés pour décourager et épuiser les consommateurs face à la quantité de choses à faire. D'autres personnes estiment par ailleurs que les solutions dites politiques ou législatives sont trop lentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs ça m'intéresse complètement d'avoir vos avis, par exemple dans les commentaires des posts Instagram qui concernent l'épisode, mais je vais vous partager mon point de vue personnel. J'ai toujours été dans l'équipe qui pense qu'il faut tout tenter. Avoir des groupes qui mènent des actions de désobéissance civile radicale, des activistes qui vont débattre avec les députés, des comptes Instagram qui partagent des tips pour des pratiques écolo, des gens au sein des industries qui essayent de faire bouger les choses dans les entreprises. Pour moi, tout est valide tant qu'on garde en tête que nos problèmes viennent de sources systémiques et qu'on ne culpabilise pas les individus sans prendre en compte leurs privilèges ou discriminations socio-économiques. Pour celles et ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, vous le saviez déjà. Pour résumer, si je vous conseille vraiment d'acheter un sac à microfibre si vous en avez les moyens parce qu'il y a urgence, je vous conseille aussi de bien écouter Fanny. Bon, il y a des solutions collectives et individuelles, même si je tends de moins en moins à donner des solutions qui sont de type petit geste, parce que j'estime que ce sont des problématiques générales, publiques, politiques et pas individuelles. Au niveau collectif, il existe la loi. Donc déjà en France, d'après le Code de l'environnement, c'est quand même bon de le rappeler, il est interdit de rejeter ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines des substances qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé, à la faune, aux poissons et ou à la flore. Oui, c'est interdit, et puis la gestion des déchets est très très encadrée. Donc c'est pour ça qu'on fait ça ailleurs, excusez-moi, mais c'est une réalité. En Europe, il existe la fameuse réglementation REACH, donc je l'ai un petit peu abordée quand je parlais des substances chimiques dans la phase d'ennoblissement. Donc REACH, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en parle beaucoup, donc je vais quand même expliquer un peu ce que c'est. C'est un règlement européen qui a été adopté en 2006 et qui est entré en vigueur en 2007, qui sécurise la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans tous les types d'industries en fait, et sur le territoire de l'Union européenne. Donc c'est pas que l'industrie textile qui est visée. Et l'objectif de ce règlement, c'est de supprimer progressivement dans l'Union européenne les substances chimiques les plus dangereuses. Mais je disais qu'il y en avait 250 d'encadrés sur les 1900 répertoriés pour l'industrie textile. C'est déjà pas mal, ça a le mérite d'exister, mais c'est quand même insuffisant parce que ça autorise toujours des substances cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Et puis, il n'y a pas, alors je m'égare un peu, mais il n'y a pas d'encadrement spécifique pour les populations les plus à risque, à savoir les enfants, les bébés. C'est imparfait, mais c'est un début. Ça a quand même été une grosse révolution légale d'imposer ce type de réglementation internationale. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Donc c'est déjà, j'ai envie de dire, c'est une première pierre à l'édifice, donc c'est pas mal. Mais REACH doit aller plus loin, puisque, comme je l'ai dit, il n'y a pas assez de substances chimiques, en tout cas pour l'industrie du textile, qui sont encadrées. C'était un projet qui devait être porté par la Commission, mais qui a été repoussé, on ne sait pas quand. Merci les lobbies de l'industrie chimique. L'eau, c'est ce qu'on se disait, en aparté, c'est un problème qui est global, qui concerne tout le monde. C'est un problème qui va bien au-delà de l'industrie textile. Il va en dépendre la survie de l'espèce humaine. Et j'espère que tout le monde en est bien conscient. C'est pas si anodin, personne n'en parle, puisque l'eau, c'est quand même, l'environnement est une victime silencieuse. Vraiment, j'enjoins toutes les personnes qui vont écouter ce podcast à interpeller la Commission européenne, les députés. Directement, faites-le sur Instagram ou sur Twitter. Vous ne prenez pas la tête. Mettez un hashtag, taguez-les directement pour faire avancer la chose. Parce que s'il n'y a pas un mouvement de la société civile, la Commission au niveau européen ne va pas relayer, les députés non plus. Les petits gestes, c'est sympa, j'en ai plein, je pourrais vous en présenter, mais je pense que le plus grand geste, il est avant tout citoyen. Il y a 2 grands gestes citoyens, il y a le vote, et ça j'en suis intimement convaincue. Je sais que beaucoup de personnes ne le sont pas, mais quand même, c'est un moyen qui nous prend quelques minutes et ça peut vraiment avoir des impacts. J'en suis intimement convaincue en étant juriste.
Donc le vote, et puis aussi interpeller vos élus, interpeller la commission. C'est super important parce que si on ne les saisit pas d'une problématique, ils ne vont pas s'en saisir d'eux-mêmes, puisqu'ils ont, je vous le rappelle, en face d'eux de puissants lobbies qui œuvrent en coulisses et qui sont très forts. Si on est suffisamment nombreux pour interpeller la commission, ils vont, j'espère, réagir pour aller plus loin dans la logique du REACH, puisque l'idée c'était quand même d'interdire les substances les plus chimiques, les plus délétères dans l'Union européenne. Alors, il y a des choses assez positives. Par exemple, on en parlait, la viscose Ecovero, le Tencel, l'Iocel, parce que tout ça, c'est des trademarks. C'est vraiment bien, c'est des vraies avancées technologiques et ça, j'y crois à fond. J'y crois à fond, mais ça s'insère toujours dans un système on trouve des solutions palliatives pour quand même continuer à produire, encourager à consommer. Donc, vous voyez où je veux en venir. La problématique, elle est beaucoup plus grande. Tu vois, tu m'as parlé des solutions au niveau des entreprises, mais on n'a même pas abordé la possibilité d'avoir des traités internationaux, transnationaux, transcontinentaux pour encadrer ça, parce que c'est comme si on était déjà blasé d'avance en se disant c'est quelque chose de complètement utopique. C'est parce qu'on est sûrement au mois de juin et qu'il commence à faire très chaud, que l'eau commence à manquer et que du coup, l'éco-anxiété commence à monter aussi, que j'ai un petit côté désabusé. Mais quand même, il faut y croire et surtout interpeller vos élus vraiment encore et encore. Donc oui, il existe aussi des initiatives privées telles que les innovations, telles que les labels qui permettent aussi de donner des informations aux consommateurs, comme le Cotex qui garantit l'absence de substances toxiques dans les vêtements, comme le GOTS. Alors il faut le GOTS intégral, pas que la fibre. J'aime beaucoup ce label parce qu'il est quand même assez holistique, il permet de garantir des bonnes conditions de travail, de garantir que le vêtement est dénué aussi de substances chimiques, toxiques, et puis il certifie la fibre bio, donc ça c'est plutôt pas mal. Si on parle de fibre naturelle, là c'est le coton qui est en général certifié GOTS. Il y a aussi le lin, qui est une fibre peu consommatrice d'eau, c'est la fibre magique. Bon, après on peut pas s'habiller en lin à toutes les saisons, c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas, ça c'est un challenge de la mode de rendre cette fibre beaucoup plus désirable. Et puis c'est aussi à nous d'en exprimer le besoin, et qui crée le besoin, voilà. Mais encore une fois, on remet pas en question le système. En fait, on n'a rien à perdre à faire ça. Juste quelques secondes de son temps. Mais si on est plusieurs à perdre quelques secondes de son temps, ça peut vraiment avoir un impact. Donc interpeller et voter, manifester. Là, en fait, je perds espoir dans ces petits gestes. J'y crois plus vraiment. Parce qu'on est à l'étape d'après. Vu la gravité de la situation, il est essentiel de mobiliser nos forces de façon variée et déterminée. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais d'ailleurs vous parler de ce qui arrive en France à celles et ceux qui se battent pour préserver l'eau au-delà de la mode. Vous avez sans doute entendu parler des événements à Sainte-Soline. Le 25 mars dernier, des manifestantes et manifestants se sont mobilisés contre le projet d'une méga-bassine. Un trou de 16 hectares censé stocker l'eau pour une dizaine d'exploitants agricoles massifs. Sauf que les scientifiques estiment que les méga-bassines sont contre-productives et ont un impact environnemental négatif, comme le souligne le chapitre 13 du rapport du groupe 2 du GIEC. Dans le cas de Sainte-Soline, 16 autres bassines ont été prévues dans la région, ce qui a été dénoncé par des activistes et des paysans comme un accaparement de l'eau par l'agro-industrie. Face à la situation et l'urgence climatique, 7000 personnes selon l'organisation et 4000 selon la préfecture ont tenté de s'approcher de la bassine. Et elles ont rencontré une réponse policière inédite, gravissime. Plus de 200 manifestants ont été blessés, dont 40 grièvement et 2 dans le coma, face à 40 gendarmes blessés sur 3200 mobilisés. On parle d'armes létales, d'une manifestante défigurée, de policiers en quad, d'une grenade lacrymo ou désencerclante lancée toutes les 2 secondes sur les manifestants et des secours qui ont parfois été empêchés de passer. Tout ça pour des gens qui veulent aider la planète à cramer moins vite. Je vous invite à consulter le dossier Méga-bassine, la guerre de l'eau sur Mediapart, qui analyse cette situation terrifiante dans 34 articles. D'ailleurs, hier matin, le gouvernement a annoncé la dissolution du mouvement à l'origine de cette action, les soulèvements de la Terre. Notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aime souvent comparer les militants écologistes à des terroristes. Je vous laisse méditer sur l'audace et la dangerosité de cette déclaration. Mais on ne va pas se laisser abattre ni dissoudre, donc je vous conseille vivement d'aller voir la campagne 100 jours pour les sécher des soulèvements de la Terre qui lutte contre l'accaparement de l'eau jusqu'au 21 septembre. Comme toutes les sources citées dans cet épisode, le lien sera dans la description. Mais revenons à la mode et à nos invités. Après nos échanges, je me demande,
L'industrie va-t-elle enfin se saisir de la question de l'eau et plus globalement des questions écologiques? Va-t-elle le faire avec sincérité ou simplement en faisant du greenwashing? Malgré son regard critique, Sarah éprouve un certain optimisme. Via son expérience de longue date dans l'industrie, elle a constaté des évolutions. Bah déjà, je pense que c'est important de dire que plus on se plonge dans ces sujets, plus c'est quand même effrayant parce que c'est tellement vaste, c'est tellement complexe que c'est compliqué de ne pas être impacté et touché par ces sujets-là. Et d'avoir un regard quasi philosophique en se disant, mais finalement, pourquoi la mode? Enfin, je veux dire, c'est tellement anecdotique et tellement insignifiant par rapport à l'effondrement du vivant. Mais au-delà de ça, je suis quand même optimiste sur les progrès de l'industrie. Alors, est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est assez tôt dans l'histoire? Ça, l'avenir nous le dira. Mais quand même, au niveau individuel, de plus en plus de gens sont investis de ces missions-là. Au niveau des grosses entreprises, je pense sincèrement que maintenant, est-ce que c'est une volonté sincère ou est-ce que c'est de l'opportunisme ou le fait qu'il n'ait pas de choix? Mais en tout cas, maintenant, toutes les entreprises s'y mettent à vouloir être certifiées, à vouloir avoir des vraies démarches RSE. Et il me semble qu'on sort quand même de la phase du greenwashing parce que ça a été tellement le flou pendant tellement longtemps. On pouvait vraiment noyer le poisson en mettant un logo vert, une image de mouton, enfin. Et donc c'est des choses qui aujourd'hui sont plus possibles parce qu'on a vu des grandes entreprises être épinglées de greenwashing. Et maintenant, il faut vraiment des mesures qui soient justement mesurables, il faut des impacts réels et ça va être de moins en moins possible de raconter n'importe quoi. Et ça, c'est génial. Comme on réalise aujourd'hui le fait que la mode, en fait, quand on prend la chaîne de valeur globale, bah, c'est aussi de l'agriculture, c'est aussi de l'élevage, c'est aussi de la logistique, enfin, ça englobe plein de choses, et donc c'est bien que les grosses boîtes se mettent à se soucier de toutes ces choses-là. Mais il y a aussi une démarche vraiment purement cartésienne là derrière, c'est de se dire, bah si on fait pas ça, dans quelques années, on n'aura plus le raisin pour faire notre champagne, on n'aura plus le coton pour faire nos t-shirts, et en fait c'est même plus... c'est même plus une démarche, comment dire, engagée, c'est juste purement pragmatique, même de la part des financiers et des chefs d'entreprise, de se dire il faut qu'on préserve ce qui crée de la valeur pour nous, sinon on va mourir, notre entreprise va mourir et, et à terme l'humanité aussi. Donc voilà, on n'a juste pas le choix. Mais donc, se plonger dans ces sujets, c'est extrêmement angoissant, mais on remarque aussi qu'il y a des gens à tous les niveaux de l'industrie qui sont vraiment investis par cette mission et qui vont essayer de trouver des solutions. Et c'est pas forcément les gens qu'on va voir dans les médias parce qu'ils ont un métier qui est pas forcément le plus glamour, mais des chimistes, des ingénieurs, des agriculteurs qui vont essayer de réinventer leur métier pour faire en sorte qu'on puisse teindre de manière moins polluante, de faire pousser telle ou telle plante en consommant moins d'eau. Enfin vraiment, il y a plein de gens qui inventent des choses extraordinaires tous les jours. Donc je pense que si on met en commun ces grandes entreprises qui doivent verdir leur image et leurs opérations et tous ces porteurs de petits projets, je pense vraiment qu'on peut faire évoluer cette industrie. De son côté, Fanny réfléchit à la question de l'eau dans la société et de si nous avons conscience, ou non, de l'enjeu qu'elle représente. Alors, l'eau dans la société, j'ai lu un article récemment dans Le Monde qui dénonçait le fait que l'eau potable n'était pas si potable. Dans certaines régions, il y avait des seuils de substances, alors je ne sais plus lesquels, qui étaient largement dépassés, que c'était un gros scandale sanitaire. C'est les seuls à en avoir parlé, hein. J'ai regardé après. Donc déjà, l'eau potable, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait déjà du hors-la-loi aujourd'hui sur l'eau potable. C'est des seuils réglementaires et ils ne sont pas respectés. Donc, je suis dépitée, moi. Donc, l'eau dans la société, je pense qu'aussi les gens voient pas encore le problème. Peut-être en été, quand on vit dans le sud-est et qu'on peut plus, que son robinet ne répond plus, que l'eau ne s'écoule plus, ou alors qu'on ne peut plus remplir sa piscine. Peut-être, mais je pense que c'est pas un sujet qui passionne la société civile et surtout un sujet auquel elle est sensibilisée. Donc cet épisode est très très important et c'est bien de l'avoir abordé par le prisme de la mode. Par rapport à l'industrie du textile, les grands faiseurs conventionnels ne font pas grand-chose à part bien sûr du greenwashing, du marketing, avec des économies d'eau, avec le lavage des jeans à l'ozone, ce genre de choses. J'ai même pas retenu parce qu'en fait, les efforts, c'est rien par rapport à cette problématique qui va tous nous dépasser. C'est encore une fois les victimes silencieuses de notre frénésie d'hyperconsommation, d'hyperproduction et de notre société ultra-capitaliste. Donc peu de voix s'élèvent pour défendre leurs intérêts. Pourtant, ça va devenir un réel enjeu de survie de l'espèce humaine dans quelques décennies. Et je t'assure, à ce moment-là, on ne pensera plus vraiment aux vêtements. Donc le problème, il peut être résolu à partir du moment où il y aura des lois contraignantes. C'est une certitude. Il faut qu'elles soient votées, appliquées et que les abus soient sanctionnés
efficacement. Il faut qu'on change beaucoup de choses. Peut-être sans qu'une remise, ou alors avec une remise en question de notre société, de toujours plus consommer, toujours plus produire et toujours plus de profit. Hein. Donc, hashtag épisode 20. Ah oui, après l'épisode 20, c'est difficile de faire l'épisode 21, croyez-moi. Merci infiniment à Fanny et Sarah d'avoir partagé leurs expertises et leurs convictions. Pour soutenir une mode et accessoirement un avenir durable, je vous conseille vivement de suivre leurs projets. Retrouvez Fanny sur Instagram à TheGreenimalist pour vous informer sur les actus de la mode éthique. Pour découvrir le magazine de Sarah, rendez-vous sur Instagram à Substance Journal et cliquez sur le lien dans leur bio pour vous procurer le numéro 1. Merci également à Télio Garfive pour la production du générique. Vous avez aimé l'épisode ? C'est le 21e de Couture Apparente et je suis ravie de le partager avec vous. Pour m'aider à faire connaître le projet, n'hésitez pas à lui mettre une très bonne note sur les applications d'écoute, à en parler à vos proches et à le partager sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, vous pouvez aussi suivre coutureapparente.podcast sur Instagram et vous inscrire à notre newsletter pour recevoir directement les nouveaux épisodes. Je vous remercie de votre soutien et je vous donne rendez-vous le 1er août pour découvrir le prochain épisode de Couture Apparente.